Monsieur François Braun. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On a le son et on a l'image. Bienvenue. Merci d'avoir répondu à cette invitation et je vais laisser la parole à Lamine Garbi. Merci Églantine. Monsieur le ministre, bonjour. Nous sommes ravis de vous entendre, de vous recevoir. Nous sommes plus de 500 dans l'amphi et dernier chiffre, 2600 connectés sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce sera une belle fin de journée en votre compagnie. Alors vous avez écrit, la crise sanitaire nous a enseigné que quand on se mettait à travailler ensemble, quand on faisait tomber les silos, on était capable de faire des choses extraordinaires. Mais à la sortie de la crise, on est retombé dans les mêmes imbécilités qu'avant. Alors je partage ce propos et vous dire que nous serons toujours présents lorsque vous aurez besoin de nous, lorsque la population aura besoin de nous. On l'a montré cet été pendant, je dirais, cette période de tension au niveau des urgences. Mais avant d'entrer dans le débat et nos échanges, question rituelle, Monsieur le Ministre, comment allez-vous ? Oui, Monsieur le Président, mon cher Lamine, très bien, je reste concentré et combatif pour lutter contre les inégalités de santé, qui est un de mes objectifs principaux, et également intégrer la prévention dans notre système de santé. Et puis, j'irais encore mieux si je pouvais être avec vous, mais malheureusement, je ne gère plus mon emploi du temps et il est très difficile de pouvoir se déplacer dans cette période, vous le savez très bien, où les discussions budgétaires battent le plein et nous sommes dans les derniers équilibrages et les derniers arbitrages. Merci, monsieur le ministre. Alors, on a prévu un temps d'échange, on va évoquer tous les sujets, vous le savez, les sujets qui font consensus, hein, les parties prenantes, notre implication à la fédération, l'égalité des soins, l'égalité des chances, même patient, même soins, même devoir, et également le fait que nous sommes aujourd'hui dans une situation un petit peu difficile. Donc, avant de rentrer dans les difficultés, peut-être, vous donnez le temps de parole ou d'échange pour que vous nous fassiez part de votre vision, comme vous l'avez fait lorsque nous nous sommes rencontrés au mois de juillet, sur ce que vous comptez faire avec les parties prenantes, avec cette grande manifestation qui va descendre, et c'est la nouveauté, dans les territoires, pour que chacun puisse s'exprimer au plus proche des besoins des uns et des autres. Donc si vous voulez bien, on peut commencer par cela, et puis après on rentrera dans les sujets peut-être plus techniques ou les sujets économiques. Vous savez à peu près où je veux en venir sur ces sujets-là. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. 2 ans après cette crise sanitaire, vos rencontres sont bien entendu un moment essentiel, un moment important, d'autant que cette 21e édition, vous l'avez inscrite sous le mot d'ordre de l'urgence d'agir ensemble. Alors déjà, vous avez mis urgence, donc forcément, ça m'interpelle tout de suite. L'action également, puisque toute ma volonté est justement d'agir et d'arrêter de chercher des diagnostics qui sont connus par tout le monde. Et enfin, ensemble, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est ensemble que nous avons tenu face à cette crise et que c'est ensemble que nous arriverons à surmonter la crise qui est devant nous. Alors, vous connaissez mon esprit, vous connaissez ma méthode. Le travail collaboratif, le travail ensemble. La situation de notre système de santé actuellement, vous le savez, je le sais, et ça ne sert à rien de tourner autour du pot, elle est compliquée. Je n'esquiverai pas cette situation, je ne nierai pas ce diagnostic. Ça fait assez longtemps que je vis dans notre système de santé, que par mon métier, mon expérience, je côtoie l'ensemble des acteurs de ce système de santé et je n'ai pas attendu d'être au ministère pour me rendre compte que ça n'allait pas bien. Il faut regarder les choses en face, il faut mettre nos forces en commun. C'est un combat collectif que nous avons à mener pour protéger, pour rénover, pour refonder notre système de santé. Et dans ce combat collectif, nous devons impérativement être unis. Alors, c'est ce que nous avons réussi à faire pendant la crise Covid. C'est ce que vous venez de présenter en reprenant mes propos de l'époque. Notre système de santé a été mis à rude épreuve, c'est évident, mais il a aussi, dans cette épreuve très difficile, montré toute sa force, montré toute sa capacité d'adaptation.
Nous avons su collectivement trouver des solutions pour répondre à cette urgence. Les acteurs ont dû innover un peu partout. Les barrières sont tombées, le public a travaillé avec le privé avec le public, les médecins avec les paramédicaux. Bref, nous avons enfin pu se mettre côte à côte pour lutter contre cette épidémie. Alors, l'État, bien sûr, a aussi été au rendez-vous et je tiens ici à le rappeler, pour accompagner les acteurs, pour les protéger. Je relèverai simplement la mise en place de la garantie de financement, qui certes arrive à terme au bout de cette année, et la prise en charge des surcoûts Covid qui ont quand même fortement impacté le budget de la santé. Alors notre système est aujourd'hui fragile, fragilisé, inadapté probablement, et nous avons vu pendant cette période Covid qu'on pouvait faire autrement. Alors si j'osais, je dirais qu'il faut retrouver cet esprit Covid qui nous a animés pendant de longs mois et qui nous a permis de trouver tous ensemble un chemin vers un système de santé plus efficace et plus efficient. Retrouver cet esprit Covid, c'est un peu la méthode qui sera la mienne. C'est ce que j'ai déployé cet été dans le cadre de la mission Flash pour les urgences. Sur cette mission Flash, même si force est de constater que les résultats sont positifs, que nous avons permis de continuer la prise en charge des patients, de nos concitoyens, même dans les situations les plus délicates, il faut quand même reconnaître que tout n'a pas été mis en place, que tous les outils n'ont pas été sortis de la boîte, contrairement à ce que j'espérais, et en particulier des complémentarités qu'on aurait pu mettre en place dans le cadre de la permanence des soins entre les établissements privés et les établissements publics. Après, j'entends aussi ce qui est dit sur la temporalité qui était extrêmement courte pour arriver à ces arrangements, à ces fonctionnements mutuels. Et donc, bien entendu, je ferai en sorte de donner une chance à ces mesures dès lors qu'elles sont consensuelles et qu'elles pourront nous permettre d'avancer un peu plus. Dans cette logique, bien entendu, il y a la logique d'en parler, il y a la logique de mettre à plat les difficultés des uns et des autres à l'échelle des territoires pour améliorer l'ensemble de nos dispositifs. Et nos concitoyens, les Français, n'arrêtent pas de nous dire l'importance qu'ils accordent à cet arrangement local. J'en profite pour vous dire un mot des principes, de mes valeurs. La première est bien sûr, et vous le savez, la réciprocité, la collaboration, qui bien entendu va dans les deux sens. Mon engagement est celui de l'État, qui doit être l'engagement de tous. Et puis une logique, celle des droits et des devoirs, une logique d'égalité d'engagement et d'égalité de rétribution. Je vous le dis directement et sans détour, entre public et privé, il ne suffit pas de coexister, il faut faire le pari de la coopération, d'une responsabilité partagée à l'échelle d'un territoire pour répondre aux besoins de santé de la population. Je compte sur vous, je compte sur nous tous pour travailler ensemble, coopérer et tirer les atouts des uns et des autres. Un autre de mes principes d'action, c'est, vous le savez, partir du territoire, partir du terrain. Si les solutions, on doit les chercher très loin, ça ne marchera pas, car les difficultés sont sur les territoires, mais les solutions aussi. Je vous le dis clairement, j'ai vu des très beaux exemples dans mes déplacements, dans votre région, Monsieur le Président, aussi, mais j'ai vu aussi des échecs. Et ces échecs, il faut qu'on en tire toutes les conclusions. La dynamique territoriale, c'est ce que nous avions trouvé pendant cette crise, c'est ce qui nous a permis de la surmonter. Nous sommes face à un nouveau défi, qui est le rattrapage aujourd'hui des retards de soins. J'insiste là-dessus, il nous faut passer collectivement la vitesse supérieure pour rattraper ces retards de soins, ces non-recours pendant la période Covid, cette activité programmée que nous avons dû, dans l'ensemble des secteurs, repousser. L'enjeu global, et vous le savez, je le dis souvent, c'est de passer d'un système qui est construit sur une logique d'offre de soins à un système construit sur une réponse aux besoins de santé de la population. Là aussi, sans embâge, je veux avoir un discours extrêmement clair. Il nous faut sortir, public comme privé, des concurrences exacerbées, stériles, que ce soit dans le cadre de l'organisation des soins, des salaires ou du recrutement.
Nous devons à nos concitoyens la construction de ce grand service public de la santé, ce qui implique de remettre aussi l'éthique au cœur de nos préoccupations. Alors je compte sur tous, je compte sur toutes nos cliniques pour renforcer leur contribution à la réponse aux besoins de santé de nos concitoyens, et ce, dans tous les territoires. Le reste s'organise avec tout le monde, sur l'ensemble du territoire. Et en la matière, je serai toujours opposé à tout dogmatisme. Nous devons travailler ensemble, pour de vrai, pas seulement dans les discours, pas seulement dans les éléments de façade. Il y a des moyens pour que cela fonctionne, pour répondre aux besoins de santé de la population. Nous devons, et c'est notre responsabilité collective, saisir cette opportunité. Ce que je vous propose, c'est de nous projeter dans un nouveau pacte sanitaire pour construire cette réponse territoriale aux besoins de santé portée par l'ensemble des acteurs. C'est tout le rôle du Conseil national de la refondation et cette partie santé du Conseil national de la refondation dont je vais vous dire quelques mots. Je sais pouvoir compter sur vous. Je parlais tout à l'heure de réciprocité. Vous pourrez compter sur moi. Toutefois, nous savons déjà que cette responsabilité partagée, elle passe d'ores et déjà par de nécessaires évolutions du financement. Alors, plusieurs d'entre elles sont en cours, sont mises en place très rapidement. J'y suis très attaché. Dans ces réformes du financement, c'est le pari d'une nécessaire responsabilité populationnelle qui repose sur l'ensemble des acteurs dans un territoire et qui est la logique même de la réponse aux besoins. Elles sont nécessaires, ces réformes, pour tailler sur mesure notre système de santé, pour construire là aussi cette réponse aux besoins. Alors elles interviennent sur plusieurs fronts, favoriser des modèles de financement combinés qui soient adaptés aux spécificités de chaque champ d'activité et territorialiser les financements pour assurer l'adéquation entre les besoins et l'offre. Voilà des priorités qui sont les nôtres pour rendre notre système de santé plus efficace, plus cohérent et plus souple. Alors, je comprends bien sûr les inquiétudes. Face à ces inquiétudes, je veux tout d'abord vous rassurer. Le lancement de ces réformes s'est fait sur un pacte de confiance entre les acteurs, un accord de toutes les parties autour d'un socle de valeurs communes. Je comprends que la période transitoire, les sécurités n'ont pas permis d'apaiser toutes les inquiétudes. La mise en œuvre opérationnelle se fait avec quelques difficultés. Je ne veux pas les éluder. Je souhaite que l'on continue à les traiter et j'ai demandé à mes services de poursuivre le dialogue avec vous pour dissiper toutes ces inquiétudes. Parce qu'il est important de se projeter dans l'avenir, parce qu'on ne peut pas attendre. J'ai donné et je vous propose une échéance de 2 mois pour stabiliser les choses, calmer les inquiétudes et assurer nos accords réciproques. Voilà sur quoi nous allons travailler ensemble tout de suite, dans les mois à venir. Égalité des droits, égalité des devoirs. S'attaquer à demain ou à après-demain ne veut pas dire que nous n'allons pas régler les problèmes qui se posent dès aujourd'hui. Et l'urgence aujourd'hui, elle n'est plus seulement sanitaire, elle est économique et sociale. L'inflation touche l'ensemble des secteurs économiques. De fait, la santé n'est pas épargnée. La préservation du pouvoir d'achat des professionnels de santé doit rester une de vos priorités, une de nos priorités. C'est une évidence. Le gouvernement a conscience des difficultés que l'inflation fait peser sur le secteur de la santé, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et nous nous mobiliserons dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour que les charges exceptionnelles qui pèsent sur les établissements en 2022 et qui continueront à peser sur eux en 2023 puissent être prises en compte. J'en prends l'engagement devant vous aujourd'hui. En retour, et toujours dans la même logique, nous attendrons une mobilisation de votre part pour prendre votre pleine part à cette refondation, à ce renforcement de notre système de santé. J'en profite là rapidement, puisque vous me donnez la parole, pour dire quelques mots sur le Conseil national de la refondation en santé qui va nous mobiliser dans les prochaines semaines et les prochains mois. Bien entendu, et je veux insister là-dessus, le secteur privé y aura toute sa place.
Cette concertation, je la lancerai le 3 octobre prochain. Elle repose sur des objectifs et une méthode maintenant clairement définis. Car l'une des premières clés du succès de cette approche, c'est bien de se mettre d'accord sur la cible que nous visons et la manière d'y arriver ensemble. Pour les objectifs de cette démarche de santé participative, ils seront orientés vers 4 priorités. Notre première ambition sera d'abord de renforcer l'accès à la santé partout et pour tous. Il est inacceptable en France aujourd'hui de ne pas pouvoir trouver un médecin traitant, a priori pour nos publics, pour nos concitoyens les plus fragiles. Il est inacceptable que des délais d'attente pour une consultation ou un examen médical pénalisent les parcours de soins. En un mot, il est inacceptable de ne pas pouvoir être pris en charge rapidement et efficacement sur tout le territoire, y compris de manière non programmée. L'accès aux soins sera donc notre premier cheval de bataille. Notre deuxième ambition consistera à donner aux professionnels du système de santé tous les outils pour répondre aux besoins de santé de la population, à ces enjeux d'aujourd'hui et de demain. Ce que cela veut dire, c'est une meilleure qualité de vie au travail, plus de responsabilité et d'autonomie au quotidien, et surtout du sens dans l'engagement professionnel. Retrouver cet esprit Covid dont je parlais tout à l'heure, et nous aurons à y travailler tous ensemble. La troisième ambition sera de faire entrer la prévention dans le quotidien des Français, afin d'atteindre une génération 1 de la prévention en santé d'ici 2025. Aujourd'hui, le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires tuent encore chaque année des centaines de milliers de nos concitoyens. 8 maladies cardiovasculaires sur 10 ont comme cause un manque de prévention ou un comportement, que ce soit avec des addictions au tabac, que ce soit le manque d'exercice, que ce soit l'obésité. Donc 8 sur 10 pourraient être évités. 4 cancers sur 10. Moins de 10% des Français de moins de 15 ans respectent les recommandations de l'OMS en matière d'activité physique. Aujourd'hui, la France est toujours à la traîne comparée à la moyenne de nos voisins européens en matière de dépenses de prévention. En bref, nous devons rattraper le ballon au bond pour généraliser la prévention à tous les âges de la vie. Enfin, notre quatrième et dernière ambition pour cette concertation sera de rénover notre démocratie en santé pour passer à un modèle véritablement ascendant. La clé sera bien sûr d'associer plus étroitement l'ensemble des acteurs dans la confirmation des diagnostics, dans l'évaluation et la création des solutions, mais également dans la formation des professionnels de santé. Je terminerai par vous dire un mot sur la méthode qui va être la nôtre. Cette approche sera concertée, mais j'insiste là-dessus, la concertation ne devra pas être un frein à l'accélération de la mise en œuvre de solutions quand cette accélération s'impose de toute urgence. Mais l'approche sera aussi pragmatique et différenciée. Pragmatique parce que nous chercherons à chaque moment à simplifier tout ce qui peut l'être dans le système de santé et dans le parcours de soins des Français, et différenciée parce que j'y tiens beaucoup. Faire confiance au terrain et au territoire est la solution. Les bonnes idées, nous les prendrons, les mauvaises, qui seront systématiquement évaluées comme les autres, nous les laisserons de côté. Mesdames et messieurs, mon cher Lamine Garbi, avant de répondre à vos questions, je terminerai par un mot. Notre combat pour la santé des Françaises et des Français, nous le partageons. Maintenant, il est essentiel d'unir plus que jamais nos forces. Je sais que nous saurons tirer parti de la force et de l'organisation de notre secteur privé. Je sais aussi que chacun, en responsabilité, saura prendre sa part pour servir au mieux cette volonté de réforme et, in fine, la santé de nos concitoyens. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Ministre, beaucoup de thèmes évoqués dans vos propos, votre discours. Tout d'abord, vous dire que je suis fier de mes adhérents. Mais depuis février-mars 2020, le début de la crise Covid. Fier d'eux parce qu'ils ont répondu présent lorsque notre pays était en tension extrême. Nous avions 10% des capacités de réanimation et nous sommes montés à 25%.
effort extrême. Sur le retard de soins, dès le mois de mai 2020, j'alertais nos concitoyens et les médecins pour qu'ils retrouvent le chemin des cabinets. Donc je suis fier de l'ensemble de mes adhérents, fier cet été, parce que nous avons répondu présent. Ça n'a pas été facile, certains de nos services ont dû malheureusement fermer quelques nuits, mais le public aussi. Et c'est vrai que les mesures que vous avez prises dans votre émission Flash ne sont pas toutes arrivées encore à destination, mais elles vont arriver. Notamment la PDSES pour nos médecins urgentistes, que nous réclamons depuis des années, va arriver. Et les autres mesures aussi, donc je suis confiant. L'esprit Covid, bien sûr, c'est un terme qui me va bien et je vais le garder. Vous avez évoqué la garantie de financement qui va s'arrêter fin d'année. Je l'attends avec impatience, cette fin d'année. Il faut que l'on sorte de ce budget global. Lorsqu'en 2020, on a inventé cette garantie de financement, personne ne pensait que ça durerait 3 ans. Ça fait 3 ans. Il faut en sortir. Il faut en sortir parce que c'est à l'envers de l'essence même de l'hospitalisation privée qui est de la production de soins de qualité et ça nous perturbe. Donc on veut retrouver notre autonomie et bien sûr le grand frère du service public aussi. Vous avez parlé d'égalité, d'engagement, je serai toujours à vos côtés. Vous avez parlé également du même redistribution et c'est un mot qui est fort et qui nous va bien. Alors avant d'évoquer les sujets peut-être économiques, j'ai été interpellé, vous c'était par la CGT lorsque vous êtes venu à Agde, moi c'était par le collectif Interbloc à 13h pour les IBOD. Alors collectif Interbloc, ils étaient une trentaine à manifester devant le Congrès, je les ai reçus parce qu'ils étaient apaisés et puis il faut toujours discuter, il faut toujours dialoguer, il faut aller vers les personnes qui sont en opposition ou qui ont des revendications légitimes et elles sont légitimes, c'est-à-dire que les infirmières de bloc opératoire puissent accéder à ce grade d'IBOD. La solution qui a été proposée, c'est une formation en alternance qui nous permettrait de garder nos infirmiers et infirmières dans nos blocs opératoires. C'est une solution qui nous va bien, qui est apaisée, apaisante. Il faut juste trouver le financement de cette formation par alternance. Donc je vous soumets l'idée et je vous soumets surtout l'envie de pouvoir faire progresser cette profession, on le voit bien, qui est en souffrance, et nous partageons cette souffrance. Alors, sur votre vision, vous avez clairement exprimé qu'il ne fallait plus qu'il y ait de compétition public-privé, ou même privé-privé, parce qu'il faut savoir que nous sommes aussi en compétition les uns avec les autres. Et c'est vrai que ce matin, Didier Jaffre a eu une parole très intéressante sur les nouvelles autorisations qui vont être données dans le cadre du PRS 3. Il a dit « Je veux un seul dossier public-privé. Vous vous arrangez entre vous, mais je veux qu'il y ait un seul dossier et pas qu'il y ait de guerre. » Alors on lui a répondu « S'il y a une demande d'IRM commune, vous en donnez 2, comme ça il n'y aura pas de guerre et tout ira bien. » Mais on est engagé sur cette complémentarité. Et c'est vrai que la concurrence sur le salariat, sur le recrutement, c'est toujours mieux ailleurs. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat qui est plus attractif, c'est un débat qui est stérile et c'est surtout pas le jour. Par contre, vous avez évoqué les réformes de financement. Alors vous ne l'avez pas cité, mais bien sûr, tout le monde a compris que ça concernait le SMR et la psychiatrie. Et je n'ai un peu gros sur la patate, comme on dit chez nous simplement, sur la psychiatrie. En novembre 2021, avec vos services, pas vous, mais les services de l'État, c'est-à-dire le ministère de l'époque, Olivier Véran et son cabinet, on a signé un protocole d'entrée de réforme, novembre 21. On est en septembre 22, il ne s'est rien passé, monsieur le ministre. Rien passé, rien. On est contingenté dans un budget global, c'est-à-dire que toute innovation, toute création de services, toute velléité de prendre plus de patients est impossible aujourd'hui. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai entendu les 2 mois de concertation, nous les prenons, mais nous souhaitons que ce soit avec le plus haut sommet de votre ministère, que ce soit avec votre directrice de cabinet, que nous puissions, avec les présidents de spécialité, Frédéric Sanguignol, Marc Lédé, pouvoir venir vous apporter cette contradiction constructive pour faire avancer cette réforme et surtout sortir la psychiatrie de ce carcan. Pour les SMR, nous devons, parce que j'ai aussi l'établissement de SMR, y rentrer
en janvier 2023. Les simulations qui sont faites aujourd'hui font état de 30 à 40% de perte de ressources pour certains d'entre nous, et c'est l'entre nous le plus efficient, le plus technique, et qui requiert, je dirais, le plus de moyens. Donc ça veut dire que nous ne pourrons plus effectuer ces soins. Donc là, je vous demande également, si nous arrivons à vous convaincre, et j'en suis persuadé de nos arguments, de continuer à travailler, de ne pas rentrer en 2023 dans ce carcan qui est devenu la psychiatrie. C'est pour ça que la psychiatrie, nous souhaitons un retour en arrière, le temps des discussions sur la facturation au prix de journée. Et également sur les SMR, une refonte et un report de cette réforme, que nous ne contestons pas. Sur la dotation populationnelle, Monsieur le Ministre, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez parfaitement, de par votre profession, c'est les urgences. Nous avons une dotation populationnelle qui a été octroyée sur une activité N-1. Aujourd'hui, certains d'entre nous ont plus de 20% d'activité. La dotation est la même, les ARS n'ont pas les moyens de compenser. Et ceux qui ont perdu de l'activité, pour des raisons X ou Y, fermeture de service, ou peut-être perte d'attractivité, ou peut-être, et c'était aussi le cas voulu, lorsque le 15 régule, je dirais c'est une bonne chose, le 15 régule l'entrée aux urgences, il y a eu une diminution de 15%, et bien ces établissements-là se retrouvent avec une rente de situation de 15 à 20% de dotation populationnelle positive. Moi je suis toujours inquiet, Monsieur le Ministre, lorsque une dotation, un financement est à la main d'une agence. Toujours inquiet. Parce que je me suis battu pendant des années pour avoir un tarif unique, identique dans la profession, et on l'a obtenu. Aujourd'hui, ça risque de créer une disparité, et j'entends bien la volonté qui est de dire il faut corriger des différences populationnelles, il faut que lorsqu'il y a des problématiques sur des territoires, que les agences aient des moyens de faire. J'entends bien. Mais il faut qu'il y ait cette souplesse de pouvoir revenir en arrière, ou d'accompagner, ou de freiner, ou d'accélérer. Je ne veux pas rentrer dans un budget global, dans une dotation qui soit une rente de situation, parce que c'est la fin du dynamisme, de l'innovation qui fait la force de l'hospitalisation privée. Alors vous avez évoqué également l'inflation, les charges, c'est 6% d'inflation, ça fait à peu près 3% de tarifs. La revalorisation de nos salaires, nos salariés, elle est déjà faite, Monsieur le Ministre, parce que sinon, on n'aurait pas pu tenir l'été. Donc tous nos salaires ont explosé et on a dû prendre sur nos réserves. Alors, vous le savez, parce que c'est une discussion qui revient, pas à chaque fois que nous nous croisons, bien évidemment, mais qui revient souvent. Et je vous avais dit à Montpellier, quand vous êtes venu, que nous avions besoin d'affection, témoignage d'affection. Alors, je suis un syndicaliste, et un syndicaliste, ça parle forcément de budget. Nos attentes, Monsieur le Ministre, c'est 400 millions d'euros pour l'année 2022 et le double à minima pour 2023 dans le cadre du PLFSS. 400 millions. Alors je vais vous faire une proposition parce que je sais que les chiffres qui circulent font état de 200 millions. Alors je vous dis, on fait moitié-moitié, Monsieur le Ministre. 300 millions. Et là vous dites banco. Nous, on va boire un verre et puis dès que je suis à Paris, je viens vous remercier sur l'attention que vous portez à notre secteur. Ce serait important, Monsieur le Ministre, que vous puissiez nous rassurer sur ces montants et qu'on soit serein pour la rentrée sociale et qu'on puisse continuer la refonte de notre classification qui est obsolète. On a 45 coefficients en dessous du SMIC. J'appelle ça les coefficients Thénardier. C'est insupportable. Alors, il faut revoir tout ça. Voilà, si vous pouvez nous rassurer sur une nouvelle fois sur ces réformes de financement SMR, et PSI, et également sur les montants de l'inflation. Et je vous assure, mais je le dis depuis, et c'est intéressant parce que j'ai une constance dans mes propos, et tant avec Agnès Buzyn qu'Olivier Véran et vous aujourd'hui, je suis sûr de mes adhérents. Je suis sûr d'eux. Et quand certains, moi le premier, dévient un peu de la route, je sais qu'il y a des acteurs pour nous remettre dans le bon chemin. J'en fais partie, les DG d'ARS aussi, et je sais compter sur l'ensemble de la profession. Et ce n'est pas des mots vains, parce que nous l'avons prouvé. Depuis 4 ans, nous l'avons prouvé. Nous sommes là quand on a besoin de nous. On ne s'échappe pas et on répond toujours présent avec nos moyens. Voilà, Monsieur le Ministre, ce que je voulais dire en réponse à vos propos. Et puis surtout, écoutez votre réponse sur le 50-50.
Merci, Monsieur le Président, et merci pour votre franchise que je reconnais bien là et que je suis toujours ravi d'entendre, parce que effectivement, c'est pas en ayant des postures que l'on va sortir de cette situation. Alors, vous avez posé beaucoup de questions sur les IBOD, comme sur d'autres professions. Vous le savez, l'alternance est un des sujets portés par le gouvernement dans le cadre de l'évolution du travail. Donc, je serai attentif pour que le monde de la santé bénéficie aussi de ces avancées, et en particulier sur les sujets d'alternance, mais aussi sur des sujets de validation des acquis d'expérience. Sur la complémentarité et un seul dossier public-privé, je suis ravi de voir que les ARS appliquent de façon parfaite l'idée, en tout cas, que je veux porter au niveau de ce ministère, mais j'avais aucun doute là-dessus, parce que je sais que je peux aussi compter sur vous, bien sûr, mais sur les directeurs d'ARS qui ont une connaissance fine des territoires et qui ont les mêmes objectifs que vous et moi pour la santé de nos concitoyens. Sur les réformes de financement, je vous l'ai dit, nous allons avoir l'occasion de mettre à plat les difficultés des uns et des autres pour se concentrer sur l'action et sur quelque chose qui est efficace. Je veux juste rappeler les principes de la réforme et des réformes, y compris celle des urgences sur laquelle vous m'avez titillé un petit peu, mais vous savez que je connais bien le sujet. Le financement populationnel n'est pas du tout un financement à l'activité. Le financement populationnel est justement un financement pour répondre aux besoins de santé d'une population. Et c'est ça qui fait tout son intérêt et tout ce qui va permettre de construire justement ce système de santé qui répond aux besoins de santé de la population. Il existe dans toutes les activités, comme les urgences, encore un financement à l'activité. Et cette part de financement à l'activité persistera, justement pour aussi répondre aux changements brutaux d'activité, à des fermetures, à des choses comme ça. Et puis, il y a deux autres quotes-parts de financement que vous connaissez bien, qui est le financement des missions de recours. Il est évident que lorsqu'un établissement, quelle que soit sa spécialité, a une mission de recours, il peut avoir une quote-part financière spécifique. Et puis le financement à la qualité et à l'efficience, qui est absolument essentiel dans notre système actuel, où on ne peut plus supporter la gabegie, on ne peut plus supporter les doublons dans des prises en charge qui sont néfastes pour les patients malades, les patients qui auraient besoin des dispositifs et des plateaux techniques et qui ne peuvent pas y avoir accès parce que justement il y a des doublons, et puis notre financement global de notre système de santé. Alors, sur les questions financières, prenant en charge l'inflation qui peine sur tout le monde, hein, comme je l'ai dit, et prenez en charge ces problèmes de salaire. Écoutez, les arbitrages ne sont pas terminés, vous le savez. Le PLFSS et les derniers arbitrages seront présentés lundi en Conseil des ministres. Je me bats jusqu'au bout. Je ne lâche rien. Je ne suis pas loin de ce que vous venez de proposer. Voilà. Mais je ne lâche rien, de toute façon, jusqu'au bout. Et j'espère pouvoir vous apporter des nouvelles qui nous satisferont l'un et l'autre pour la fin de la semaine. Voilà ce que je voulais répondre rapidement un petit peu à vos questions. Vous savez que vous pourrez toujours compter sur moi pour aller dans le sens de l'intérêt de nos concitoyens, de la lutte contre les inégalités d'accès à la santé et faire de notre société une société plus axée sur la prévention, parce que c'est en jouant sur la prévention que nous serons garants d'un système de santé pérenne et surtout d'un système de santé plus performant dans les années à venir. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre combat à nos côtés et votre engagement à m'apporter une bonne nouvelle fin de semaine. Vous pouvez compter sur nous, sur la prévention, et c'est vrai que le libellé de votre ministère, c'est ministre de la Santé et de la Prévention. C'est nouveau et c'est bien. Parce que la prévention fait partie aussi de l'essence de la fédération et nous souhaitons nous engager, comme dans la recherche, l'innovation, la formation des internes. Vous le savez que c'est un sujet qui est prégnant. Aujourd'hui, sur les 8000 internes qui sont en formation chaque année, 1% viennent dans nos établissements. Tout ça, souvent, par des blocages des facultés de médecine et aussi par le financement qui est incomplet, c'est-à-dire que chaque interne nous coûte 10 000 € par semestre et quand on en prend plusieurs, c'est difficile à absorber.
Également, Monsieur le Ministre, on a un travail sur les 5 ans à venir qui s'appelle le protocole de pluriannualité et qui permet, ça avait été, je dirais, on l'avait inventé avec les autres fédérations, la FHF, la FEAP, Unicancer. Ça permet, pendant les 5 années à venir, d'avoir de la lisibilité sur nos tarifs et l'évolution, je dirais. Alors c'est vrai que quand on avait créé ce protocole, on n'avait pas du tout imaginé l'inflation à l'époque, parce qu'il n'y avait plus d'inflation, c'était 1 point, 1,5. Donc il faudrait peut-être que ce protocole à venir, et je compte sur vos services pour pouvoir travailler avec les autres fédérations. Demain, vous le savez, à la FHF, il y aura un nouveau président, donc on travaillera avec lui comme nous avons travaillé avec le président Valtou. Et nous espérons que ce protocole sera indexé sur l'inflation. C'est important. Qu'on ne puisse pas revenir chaque année, parce que pendant des années, j'ai eu la sensation de ne parler que de tarifs pendant le PLFSS et de parler que de tarifs, de tarifs, de tarifs. C'est vrai que ce protocole a permis d'enlever, je dirais, cette difficulté, parce que c'est un protocole pluriannuel et ça permet de parler d'autre chose. Parce que vos prédécesseurs, on ne parlait que de ça et c'était un petit peu lassant et ça réduisait vraiment le rôle de président de fédération que je suis et ne parler que de tarifs pendant 3 mois ou 4 mois. Donc ce protocole, pour nous, nous l'attendons et nous espérons qu'on pourra reprendre les travaux. Donc, plein d'envie, plein d'ambition, plein d'espoir aussi. Parce que, vous le savez, vous avez fait le tour de France, vous avez été dans tous les styles d'établissement, des grands, des petits, en zone rurale, en zone dense, en zone urbaine. On a des difficultés aujourd'hui sur nos tensions RH. C'est pas tant le manque de personnel qui est criant, bien sûr, ça c'est la base. Mais ce qui est criant, c'est la perte de sens, la perte de repères de nos collaborateurs. Ils ne savent plus pourquoi ils travaillent. On a parlé des violences aux urgences, des violences dans les services. On a parlé des difficultés qui sont les nôtres sur cette complexité nouvelle. Et ça fait 30 ans, comme vous, que je suis dans les établissements de santé, et j'ai vu se dégrader, mais en 6 mois, en 8 mois, de manière incroyable, la qualité, je dirais, des relations humaines que nous pouvons avoir avec nos collaborateurs. Et ce n'est pas qu'une question financière, bien sûr, la revalorisation est attendue, elle a déjà été avec le Ségur 1 et le Ségur 2, mais c'est une perte de sens. Donc j'espère que la conférence des parties prenantes, vous l'avez très bien dit, permettra de retrouver du sens dans notre profession qui est un peu en grande difficulté. Et même si nous sommes souples, agiles, parce que nos établissements sont souvent de taille moyenne, 100 lits, 150 lits, 200 lits, ce n'est pas un centre hospitalier universitaire de 10 000 lits, nos plus grandes cliniques ont 500 lits, mais c'est vrai qu'on souhaite vraiment avoir de votre part, et c'est aussi le sens de votre engagement, un soutien, vous l'avez exprimé très clairement, un soutien et une envie de faire pour tous les secteurs, vous l'avez dit très clairement. Très clairement. Et cette envie de faire pour tous, pour moi, elle est fondamentale parce que je représente bien évidemment la FHP, mais je représente le soin. Le soin. Et ce soin-là, il est transstatut. Je ne supporte plus les agressions dans la presse de certains qui veulent vraiment, sur le secteur lucratif, mettre sous pression. Je ne le supporte plus parce que nous sommes au service de tous. Nous sommes mission de service public. Parce que nous rendons service au public, nous sommes pour le public. Et c'est vrai que ces agressions, aujourd'hui, voilà, me fatiguent. Je ne serai jamais l'artisan d'un clivage entre le public et le privé, même si certains me connaissent, je l'ai été dans le passé, mais j'ai compris que c'était un combat inutile. Donc je serai toujours présent pour porter cette parole de complémentarité et de travail en commun. Voilà, c'est le message également que je voulais faire passer, Monsieur le Ministre. Bien sûr, la réforme du financement et les sous pour l'inflation, c'est important, quoi. Oui, merci Monsieur le Président. Sur la question de la pluriannualité, c'est pas si simple que ça. Oui, bien sûr. Enfin, c'est incontournable. Comment peut-on nous projeter dans du travail ensemble, dans du travail dans la durée, s'il n'y a pas ces réflexions autour de la pluriannualité qui va nous permettre de matérialiser nos engagements réciproques. Donc là-dessus, je vous suis totalement. Sur la perte de sens, bien sûr, mais nous avons, nous aussi, une responsabilité tous dans cette perte de sens avec notre habitude et notre manie de voir toujours les trains qui arrivent en retard et de ne pas voir les trains qui arrivent à l'heure, qui sont quand même plus nombreux.
Et j'ai pu voir, vous l'avez dit, dans mon tour de France, encore bien incomplet, parce que je vais continuer à aller sur les territoires, parce que c'est sur les territoires qu'on voit les solutions et qu'on voit que ça marche. Eh bien, il y a quand même beaucoup de belles histoires et beaucoup de structures qui fonctionnent. Ce serait bien qu'on montre un peu plus souvent ça et qu'on sorte nous aussi de ce défaitisme et de cette sinistrose ambiance sur notre système de santé qui est quand même particulièrement agile et qui a montré des choses magnifiques il y a encore quelques mois. Alors, je sais votre engagement, Monsieur le Président, vous connaissez le mien. Je pense qu'ils vont dans le même sens, qui est celui de la santé de nos concitoyens, de la prévention, au dépistage, aux soins, mais également aux suites de soins, également au lien avec le médico-social. Nous sommes dans une société inclusive, pour le coup, où tout est lié et il ne faut jamais l'oublier. Et je sais que je peux compter sur vous, je peux compter sur nous pour qu'il soit possible de refonder notre système de santé, de répondre correctement aux besoins de nos concitoyens et de le répondre de façon main dans la main, coordonnée, en assumant chacun nos droits et nos devoirs. Merci pour cette invitation, Monsieur le Président. Encore merci de m'excuser de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais j'y suis au moins par la pensée et par l'image. Et j'espère que nous nous reverrons bientôt pour continuer ce chemin que tous doivent emprunter pour améliorer la situation de notre système de santé. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, Monsieur le Ministre. Et vous inquiétez pas, je connais votre adresse au 14 avenue du Duquesne, au 7e étage, bureau du fond, et votre bureau est à droite. Je sais exactement où il est. Je viendrai vous voir très rapidement. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce temps d'échange et surtout cette franchise et cet engagement qui est fort. Merci.